Bonjour! Alors, nouvelle vidéo où vous le voyez, on est en plein jour et dans un nouvel endroit en plus, puisque là on est dans ma chambre. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va continuer et on va poursuivre avec le commerce international. Donc on va quitter Ricardo et on va comprendre pourquoi on a parlé de Ricardo, puisqu'on va cette fois s'intéresser à l'actualité du commerce international. Donc le commerce international, on estime aujourd'hui que ça représente à peu près l'équivalent de 40% du PIB mondial et même 50% si on compte également les échanges de services et le tourisme. Si on compte les échanges boursiers, les échanges bancaires, les échanges d'assurance et les voyageurs qui partent dans différents pays du monde faire du tourisme. Donc on a une évolution qui est très importante de la place du commerce dans le PIB mondial, puisque juste après la Seconde Guerre mondiale, on était à seulement 15% du PIB qui était dû au commerce. On a donc une très forte augmentation du commerce. Alors on estime qu'on a en moyenne à peu près 5% d'augmentation par an. Et rien que pour la France, par exemple, on estime que le PNB, la part du commerce plutôt dans le PNB, est d'environ un quart. Donc c'est quelque chose qui est très important, le commerce mondial, dans l'économie. Il a un poids très fort, on compte que c'est à peu près la moitié des richesses mondiales qui sont créées tous les ans. Alors, on va voir dans une autre vidéo le poids des firmes transnationales que vous connaissez grâce à la géographie, donc on ne va pas s'attarder là-dessus, et on va vraiment s'intéresser là au concept du libre-échange et aux traités et accords de libre-échange. Alors, le libre-échange, qu'est-ce que c'est ? Le libre-échange, c'est le fait de trouver un accord, soit par les... Non, le fait de trouver un accord afin de pouvoir échanger des biens ou des services. Si vous êtes dans une économie de type d'avant-guerre, d'avant 1950, chaque pays va chercher à produire ses propres biens et ses propres services. Vous ne faites pas suffisamment confiance aux voisins pour nouer des échanges à grande échelle et pour vous passer de secteurs que vous estimez stratégiques. Par exemple, si vous êtes la France, si vous avez un avantage, même un avantage absolu dans la construction de navires de guerre, bah vous n'allez pas vendre des navires de guerre à vos voisins parce que vos voisins vont préférer construire leurs propres navires de guerre, même si ça leur coûte plus cher parce qu'ils n'ont pas confiance en vous et ils se disent qu'en cas de conflit, ils vont se retrouver marrons si c'est vous qui avez tous les bateaux de guerre. Voilà, vraiment le truc pour gonfler un petit peu la chose, c'est ça. C'est, je sais pas si vous jouez à des jeux de stratégie, le fait de produire vous-même tout ce que vous faites parce que vous avez peur que l'ennemi vous attaque et que ça se passe pas bien. Le libre-échange, c'est le contraire de ça. C'est justement quand on va se concentrer sur les points dans lesquels on est les meilleurs, la théorie de Ricardo, pour échanger avec les autres et faire progresser l'économie, avoir une croissance. Alors le libre-échange, ça va reposer sur deux choses. La première chose, c'est la limitation des barrières douanières. Quand vous faites entrer des services ou des biens dans un territoire, vous pouvez appliquer des droits de douane. Vous pouvez dire, voilà, tout ce que fait le voisin, bam, 400% d'impôt. Là, vous n'êtes pas compétitif, vous ne pourrez pas pénétrer le marché. Donc moins on a de droits de douane, mieux c'est. On va revenir après avec le GATT et l'OMC, mais pas de droits de douane. On a également une autre façon que de mettre des droits de douane, c'est de mettre des limites quantitatives. Vous allez mettre par exemple un quota. Vous allez dire telle marchandise, dans mon pays, j'en veux pas plus de tant par an. Vous allez mettre des normes techniques. Vous allez dire par exemple, un truc que font les Américains, c'est qu'ils veulent que tout soit bien cuit. Du coup, par exemple, ils n'acceptent pas le roquefort français, parce que le roquefort, c'est pas cuit, c'est des moisissures. Du coup, ils ne mangent pas de roquefort. Nous, dans l'Union Européenne, on n'accepte pas les céréales américaines parce qu'elles sont faites à partir d'OGM, ce qui est interdit en Europe, et on n'accepte pas non plus les cochons, les vaches qui sont dopés aux antibiotiques. C'est interdit aussi dans l'Union Européenne. Donc on n'a pas de droit de douane, on met pas d'impôt dessus, mais c'est interdit. Donc du coup, il n'y en a pas. Du coup, là, on n'a pas de libre-échange. Donc deux choses, le libre-échange, ça peut être limité par des droits de douane, qui sont un petit peu comme un impôt qu'on va imposer à l'entrée du territoire, soit une limite quantitative qui va correspondre à des quotas. On va interdire plus d'un tel nombre, ou on va faire passer une loi pour dire que telle façon de faire est interdite sur le territoire, donc on n'a pas le droit de les vendre forcément. Alors, le libre-échange, il est régi par un grand accord qu'avant on appelait le GATT, qui date de 1947, qui regroupait à l'époque 23 pays, qui représentaient à eux seuls 80% du commerce. Alors, petit à petit, ça a été ouvert à d'autres pays, on a eu différentes ouvertures jusqu'en 1994, où on a eu une négociation qui a créé l'OMC en 1995. L'OMC date de 1995,
Le temps qu'ils signent tous la feuille, on est passé de 94 à 95. Alors, c'est des accords qui valent sur pratiquement, l'OMC, c'est pratiquement tous les pays du monde. Hein. Il y a quelques pays qui ne sont pas membres de l'OMC, mais il y en a vraiment très très peu. À l'intérieur de cette zone de libre-échange, l'OMC, c'est une entreprise où on va appliquer ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que si vous accordez un tarif préférentiel à un État membre de l'OMC, automatiquement, vous accordez ce tarif préférentiel à tous les États membres de l'OMC. Du coup, ça permet d'harmoniser par le bas les droits de douane. Si je passe en accord avec 4 pays, il y a un pays, il a 4% de droits de douane et les autres, ils sont tous 20%. Si tout le monde est membre de l'OMC, bah, ça redescend à 4% pour tout le monde. Parce qu'on va appliquer la clause de la nation favorisée. Le pays qui paye le moins d'impôts. Ce qui permet de favoriser le commerce. Hein, bien sûr, si on faisait le contraire, ça défavoriserait le commerce. Il y aurait plus d'impôts, donc moins d'échanges. Alors malgré ça, malgré l'OMC, on a quand même quelques zones de libre-échange un petit peu particulières. Celle qu'on connaît le mieux, nous, c'est l'Union européenne, puisqu'on a un marché commun, on a une tarification spécifique à l'entrée du marché commun européen. Ceux qui regardent les informations, les Anglais, ils sont en train de comprendre ce concept-là. On en a d'autres hein, dans le monde. Vous connaissez aussi l'ALENA en Amérique du Nord, on a le Mexique, le Canada... et les États-Unis, il y en a aussi 2 en Asie, l'ASEAN, et le deuxième, le nom échappe là tout de suite, mais vous avez vu ça en cours de géographie. Donc, on a l'OMC qui va reprendre quasiment tous les pays du monde avec la clause de la nation la plus favorisée, et à l'intérieur, on a des grands pôles régionaux d'échange, ASEAN, Union européenne et ALENA. Si on prend une carte avec une projection de Mercator, ça donne ça. Alors tout ça, ça fait qu'on a eu, je vous ai dit, une très très forte augmentation des échanges mondiaux. On estime que depuis la création du GATT, les échanges en volume, hein, pas en valeur, vraiment en volume, ont été multipliés par 30, ce qui est vraiment énorme. Alors, il y a plusieurs raisons principales, on peut en retenir 2 grandes. La première, c'est l'évolution des moyens de transport et de communication. Le fait que les bateaux soient beaucoup plus grands, beaucoup plus efficaces, et pour les échanges, assurances, boursiers, tourisme aussi, on a des échanges qui sont beaucoup plus rapides, quasi instantanés pour la banque et l'assurance avec Internet de nos jours. L'autre grand phénomène qui va favoriser ça, c'est la conteneurisation. Pareil, vous avez vu ça en géographie, des porte-conteneurs qui font jusqu'à 400 mètres de long, qui sont des bateaux absolument gigantesques, sur lesquels on peut mettre plusieurs dizaines de milliers de conteneurs. Le plus grand porte-conteneur du monde, on peut mettre 50 000 conteneurs. C'est un conteneur de Maersk, qui est une des 3 plus grandes compagnies de conteneurs au monde, qui permet de faire des échanges à un volume très 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 important sur un seul navire, pour un coût qui est dérisoire. On considère que le prix d'un produit qui en général fait plusieurs fois le tour du monde, le transport, ça va être 2% de son prix. Donc c'est vraiment quasiment rien. Donc à cause de ça, grâce à ça, suivant comment on le prend, on a des échanges qui se sont considérablement développés. Beaucoup plus facile de faire des échanges grâce à la conteneurisation et à l'évolution des moyens de transport. Beaucoup plus facile de faire des échanges grâce à l'harmonisation des législations et aux instances supranationales comme l'OMC. Et enfin, dernière chose, et c'est là qu'on retrouve David Ricardo, puisque en fait c'est l'application de la théorie de Ricardo sur la DIT, la Division internationale du travail. Les pays se sont spécialisés en fonction de leurs avantages relatifs ou en fonction de leurs avantages absolus pour ne plus produire que le domaine dans lequel ils vont être le plus performants, le meilleur. Donc on a des États qui, par exemple, vous prenez en Europe, on va avoir... je sais pas, la Suisse, ils font plutôt des montres, plutôt du chocolat, et ils sont plutôt dans le service bancaire, parce que c'est les domaines dans lesquels ils sont les plus performants. Nous, en France, on a une industrie aéronautique qui est très performante, exportative, on a un domaine dans l'aérospatial, et on a des industries d'armement qui sont les 3e, les plus performantes au monde. Vous prenez l'Allemagne, il y a l'industrie automobile qui est extrêmement puissante. Vous prenez la Chine, tout ce qui va être industrie de l'électronique, c'est extrêmement aussi important. La France aussi, on est très fort dans le domaine agroalimentaire. Donc chaque pays va prendre ses avantages, ne va produire que dans son domaine le plus avantagé, majoritairement dans son domaine le plus avantagé, parce qu'il ne faut pas que j'aille non plus, et exporter à travers ce domaine-là, ce qui mécaniquement va faire qu'il va y avoir beaucoup plus d'échanges, puisqu'il va y avoir une interdépendance qui va se créer entre les pays, et tout simplement, si vous produisez beaucoup moins d'un truc et que l'autre en produit plus, c'est que c'est mieux,
il y a beaucoup plus d'échanges qui vont se créer, ce qui fait que mécaniquement, on a, je vous ai dit, 30 fois plus d'échanges en volume, et vraiment en volume, hein, pas en valeur. En valeur, je sais pas combien c'est, mais on serait, je pense, au moins 300-400 fois plus, quoi. C'est un truc considérable. Imaginez, maintenant, on a un porte-conteneur sur lui tout seul, il doit y avoir en valeur peut-être autant que ce qu'il y avait comme échange dans les années 20, quoi. C'est vraiment une grande évolution. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et on va se retrouver pour une dernière vidéo sur ce thème-là, où cette fois on sera dans ma voiture, puisqu'on parlera des firmes transnationales et on prendra l'exemple de la société qui a construit ma voiture. Donc je vous dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo.